Je suis entrée au brunch familial avec mes enfants. Mon père a levé les yeux vers moi et a dit, « Cette journée se passait bien jusqu'à maintenant. » Mon fils s'est tourné vers moi et a demandé, « On n'est pas les bienvenus ?» J'ai déposé un baiser sur son front et j'ai dit, « Allons-nous-en. » Ce soir-là, j'ai pris une décision. 1 heure plus tard, le groupe de discussion était en ébullition. Je savais que ce serait gênant, mais je ne pensais pas que cela tournerait si mal. Je veux dire, ce n'était qu'un brunch de famille. Mes enfants et moi avions été invités, comme tout le monde. Et pourtant, à la seconde où j'ai franchi le seuil avec eux, mon fils me tenant la main, ma fille s'accrochant à mon côté, mon père a levé les yeux de son assiette, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, et a lâché ces mots. Cette journée se passait bien jusqu'à maintenant. Je suis restée là 1 seconde comme si je venais de recevoir une gifle. Mon fils m'a regardé, confus. Ma fille a cligné des yeux dans le silence, sentant la tension comme les enfants le font toujours. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot pour arranger les choses. Ni mon frère, Antoine, qui remplissait son verre de mimosa, ni sa fiancée, qui semblait amusée, ni même ma mère, qui m'a lancé un regard à la fois de demi-excuse et de « s'il te plaît, ne commence pas ». Mon fils a tiré sur ma manche et a murmuré « On n'est pas les bienvenus ». C'en était trop. Je me suis penchée, j'ai embrassé son front et j'ai dit « Allons-nous-en ». Et nous sommes partis. Je n'ai pas regardé en arrière. De retour dans la voiture, je suis restée assise un moment, les 2 enfants à l'arrière, grignotant tranquillement des barres de céréales que je gardais dans la boîte à gants. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais même pas surprise. Je me sentais fatiguée. Tellement fatiguée d'être celle qui doit toujours être la plus raisonnable, la plus compréhensive, la plus fiable, celle qui signe l'échec. C'était la partie qu'il ne voulait pas aborder, le mariage d'Antoine. Je couvrais au moins la moitié des frais. En fait, plus que ça. J'avais payé pour le lieu, une propriété au bord du lac qui était bien au-dessus du budget pour lui et sa fiancée. J'ai payé pour le gâteau, qu'ils ont insisté pour faire venir d'une pâtisserie à 3 régions de là. J'ai même versé un acompte pour le groupe de musique que mon frère voulait absolument. Des milliers d'euros. J'avais déjà dépensé des milliers d'euros. Et pourquoi ? Je le faisais parce qu'il prétendait ne pas avoir les moyens et que je voulais aider. Je pensais faire quelque chose de gentil. Je pensais que cela aiderait peut-être à réparer la relation compliquée que j'avais toujours eue avec mon père. Je pensais que cela ferait voir Antoine différemment, comme quelqu'un qui n'était pas juste la sœur qui était tombée enceinte jeune et avait embarrassé la famille. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, j'ai ouvert le groupe de discussion. J'ai fixé les messages déjà là depuis plus tôt dans la journée. Ma mère avait envoyé une photo de la table du brunch avant mon arrivée. Tout le monde souriant, les assiettes pleines, les flûtes de champagne alignées, une petite scène parfaite. Sauf que je n'y étais pas. J'ai commencé à taper. Pour être clair, ce commentaire de ce matin était complètement déplacé. Vous n'avez pas le droit d'insulter en face de mes enfants. Pas après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Vous avez rendu très clair où nous en étions. Antoine, je te souhaite le meilleur pour ton mariage, mais je ne contribuerai plus. Le solde du lieu, le groupe de musique, le gâteau. Vous devrez vous débrouiller. Je prends du recul. 5 minutes de silence. Puis ça a commencé. Papa, tu es sérieux là ? Après tout ce que nous avons prévu. Antoine, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement te retirer comme ça. Nous comptons sur toi. La fiancée, oui, elle a ajouté. C'est vraiment injuste, Sophie. Nous pensions que tu faisais cela parce que tu le voulais. Maman, je comprends. Cette phrase m'a arrêtée un instant. Elle ne prend jamais parti. Elle ne dit jamais grand-chose. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste éteint mon téléphone et je suis allée me coucher. Mais je savais que ce n'était pas fini. Même de loin. Au moment où j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, mon téléphone vibrait déjà de notifications. Groupe de discussion, appel manqué, messages séparés, on aurait dit que la famille s'était enfin réveillée face à ce que j'avais dit et ce que cela impliquait.
16 messages. Les premiers étaient d'Antoine, envoyés l'un après l'autre, comme une sorte de crise de colère. Nous ne pouvons pas tout reprogrammer. Tu te défiles sérieusement maintenant? Sais-tu le stress que nous subissons déjà? Tu fais en sorte que tout tourne autour de toi. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas demandé comment allaient les enfants. Il n'a pas demandé pourquoi, il est passé directement à la panique et aux reproches. Puis est venu celui de mon père. Un long texte qui commençait par quelque chose comme « Tu as toujours une façon de tout ramener à toi » et qui se terminait par « Cette famille se plie en quatre pour toi, et ce n'est toujours pas assez. » J'ai fixé ce message un long moment. J'ai ri à haute voix. Cet homme n'avait pas levé le petit doigt pour moi depuis des années. Il ne m'a pas aidé quand mon premier mari est parti. Il n'était pas là quand ma fille a été hospitalisée l'hiver dernier. Il n'a même pas envoyé de carte quand j'ai obtenu mon diplôme tout en élevant 2 enfants seuls. Mais il se considérait comme la victime parce que j'avais décidé que j'en avais assez de financer un mariage pour des gens qui ne pouvaient pas me supporter. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste mise au travail. J'ai fait une liste. Lieu, prestataire, tout à mon nom, tout payé par moi. C'était plus facile que prévu. Le lieu, un domaine au bord du lac qu'Antoine avait insisté pour avoir, était heureux d'annuler. J'avais payé l'acompte des mois auparavant, et la fenêtre d'annulation n'était pas encore close. Remboursement intégral. La boulangerie du gâteau avait déjà conçu une monstruosité personnalisée à 4 étages, crème au beurre et amandes avec des feuilles d'or. Non remboursable? Pas tout à fait. La cuisson n'avait pas commencé. Remboursement effectué. Le groupe de musique était le seul casse-tête. Antoine avait choisi un groupe qui facturait à l'heure pour les répétitions avant le jour du mariage. Pourtant, j'avais assez d'influence auprès de l'agent de réservation pour les faire annuler l'événement sans frais supplémentaires. À 14 heures, tout était défait. Je suis allée faire un tour du pâté de maison avec les enfants juste pour me changer les idées. Ma fille sautillait en avant, s'arrêtant pour ramasser des feuilles. Mon fils a demandé si nous allions toujours au mariage. Je lui ai répondu, non. Il a simplement hoché la tête et a dit, bien. Je ne veux pas aller là où les gens ne nous aiment pas. Cela m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. De retour à la maison, je me suis préparé un thé, je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai tapé un message dans le groupe de discussion, lieu annulé, commande de gâteau remboursé, groupe de musique annulé. Vous devrez tout remplacer. Ma participation financière est terminée. J'ai appuyé sur envoyer. Pendant quelques minutes, rien. Puis est venue l'éruption. Antoine, tu ne peux pas faire ça. Tu es fou? Sa fiancée, nous te faisions confiance. C'est du sabotage pur et simple. Papa, c'est de la pure cruauté. Tu ruines le mariage de ton frère par méchanceté. Mon téléphone a sonné. J'ai laissé sonner. Ma mère m'a envoyé un message privé. Tu as fait ce qu'il fallait pour toi et tes enfants. Je suis désolée que tu aies dû le faire seul. Cela m'a marqué, non pas parce que cela améliorait les choses, mais parce que c'était la première fois qu'elle reconnaissait que j'avais été seule. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Pas parce que je me sentais coupable, je ne me sentais pas coupable, mais parce que je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire. Antoine n'avait jamais entendu non. Pas de la part de mes parents. Pas de la part de qui que ce soit. Et maintenant, pour la première fois, quelqu'un lui avait retiré le tapis sous les pieds et lui disait qu'il devait nettoyer son propre désordre. Le lendemain, mon père a essayé d'appeler à nouveau, laissant un message disant que j'étais en train de déchirer la famille pour des raisons égoïstes. Il parlait de la façon dont le mariage n'était pas seulement pour Antoine, c'est pour que nous nous réunissions tous, n'est-ce pas? Se réunir, sauf quand j'arrive avec mes enfants. D'ici le week-end, la nouvelle s'était répandue à quelques cousins. J'ai reçu 2 messages disant qu'ils avaient entendu parler de drame. Je n'ai pas répondu. Qu'ils entendent la version qu'Antoine racontait. Mais je ne me cachais plus. J'avais passé trop de temps à essayer de rester discrète juste pour que les choses se passent bien. Maintenant, j'en avais fini de me rétrécir.
Ce qu'aucun d'eux ne semblait comprendre, c'est que cela ne concernait pas un mariage. Il s'agissait d'un petit garçon se tenant à mes côtés, se demandant pourquoi son grand-père ne le voulait pas là. Et si cela signifiait que le mariage n'avait pas lieu, ainsi soit-il. La semaine après que j'ai tiré un trait, l'air autour de tout a changé. Plus de supplications, plus d'excuses, juste un silence froid et cassant. Le genre qui s'installe quand les gens ont décidé que vous êtes maintenant le problème. J'ai continué ma vie, mais la tension me suivait partout. Au dépôt, à l'école, au travail, dans ma propre maison. Je continuais de regarder par-dessus mon épaule, attendant la prochaine chose. Cela n'a pas tardé. Mercredi matin, j'ai reçu un appel de l'ancien lieu de réception. La même femme qui m'avait aidé avec l'annulation. Elle m'a dit que quelqu'un se faisant passer pour moi avait appelé pour demander de rétablir la réservation. J'ai demandé si c'était Antoine. Elle a fait une pause, puis a dit, « Un homme nommé Antoine ?» Oui. Il semblait déterminé. Je l'ai remercié pour l'information et je lui ai dit que s'il essayait à nouveau, elle pouvait le renvoyer directement vers moi. J'ai raccroché, secouant la tête. Il n'essayait même plus de se cacher, juste de me contourner comme si je n'existais pas, ou pire, comme si je n'existais que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Jeudi, le groupe de discussion était devenu étrangement performatif. Antoine a publié une capture d'écran du nouveau lieu, avec la légende, c'était écrit. Une sorte d'installation de tente dans un jardin aléatoire avec des chaises pliantes. La fiancée a publié une story sur la résilience face aux obstacles. Mon père a posté une citation passive-agressive sur l'unité familiale mise à l'épreuve par l'égoïsme. Personne n'a reconnu ce qui s'était passé. Personne n'a prononcé mon nom, mais il ne gérait pas la situation. Pas vraiment. Les cousins ont commencé à me contacter en privé. Certains avec sympathie, d'autres cherchant juste des ragots. L'un a même demandé si j'envoyais au moins un cadeau. J'ai supprimé ce message sans répondre. Ce vendredi après-midi, mon père s'est présenté. J'aurais dû ignorer le coup de sonnette, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert la porte et le voilà, les bras croisés, le visage déjà plein de reproches. Il est entré sans y être invité, comme si c'était toujours sa maison. Il est allé droit au but. A dit que j'étais enfantine. A dit que la famille impliquait des sacrifices. A dit que je l'embarrassais devant les proches. Puis il a demandé, comme si c'était la chose la plus raisonnable du monde, si je pouvais au moins leur donner la moitié du montant original juste pour aider à couvrir les bases. Il pensait vraiment que j'allais céder. Je lui ai demandé, « Auriez-vous demandé à Antoine de payer pour mon mariage si j'en avais eu besoin ?» Il a ricané. Ce n'était pas le problème. Apparemment, vous êtes sa sœur. Il se marie. Nous cotisons tous. Non, moi je cotise. Cela l'a arrêté peut-être 2 secondes. Puis est venue la vraie partie. Celle dont on savait qu'elle allait arriver. Tu n'as pas de mari en ce moment. Tu n'as personne d'autre à qui penser. Tu en as les moyens. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Cette phrase stratégique et dégoûtante. Elle était toujours là, juste sous la surface. Je n'avais pas d'homme, donc j'étais jetable. Une ressource, un portefeuille ambulant, utile tant que je n'étais pas gênante. Je lui ai dit que je ne paierais pas pour une seule serviette. Pas maintenant, pas jamais. Il a dit, tu vas le regretter. Tu t'isoles. Puis il est parti. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas pleuré après une dispute avec lui. Je n'ai pas douté de moi. Je ne me suis pas effondrée. J'ai juste fermé la porte et je suis restée tranquille. Le lendemain, ma mère est venue. Elle m'a envoyé un SMS d'abord, elle a apporté de la soupe comme elle le faisait quand les enfants étaient malades, s'est assise comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit. Elle m'a dit, il ne changera pas, Sophie. Tu sais qu'il ne changera jamais. Le mariage d'Antoine est son investissement. On attendait juste que tu te débrouilles seule. Puis elle m'a regardé dans les yeux et a dit, j'irai au mariage, mais je ne paierai pas un centime et je ne ferai plus semblant.
Ce fut le premier moment depuis des semaines où j'ai ressenti quelque chose de proche de la stabilité. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée et a demandé « Es-tu sûre que tu vas bien toute seule ?» Je lui ai répondu « Je ne le serai pas longtemps. » Parce que ce qu'il ne savait pas, ce que je n'avais dit à personne encore, c'était que mon mari rentrait plutôt de déploiement, quelques semaines avant la date prévue. Il m'avait envoyé un SMS il y a 2 jours. Il a dit qu'il était impatient de nous voir. Il a dit qu'il serait de retour avant le mariage et qu'il savait tout. La liste des invités se rétrécissait. Le lieu de secours était réservé mais s'effondrait. La tension dans le groupe de discussion montait chaque jour. Il pensait m'avoir acculé dans un coin. Mais la vérité était que j'avais une dernière carte à jouer et je ne faisais que commencer. Je n'ai dit à personne qu'il était de retour. Pas tout de suite. Il a atterri un lundi soir. Je suis allée le chercher à la base pendant que les enfants étaient à l'école. Et quand je l'ai vu marcher vers moi dans cet uniforme avec son sac à l'épaule et ce sourire, je jure qu'il m'a semblé qu'un barrage à l'intérieur de moi s'était fissuré. Je ne m'étais pas autorisée à m'effondrer jusqu'alors. Dans la voiture, il m'a interrogé sur tout. Je lui ai donné la version sans filtre. Sans adoucir, sans sauter les détails. Je lui ai parlé du brunch, du commentaire, du mariage, de l'argent, de mon père se présentant pour me pressurer comme une affaire commerciale qui avait mal tourné, du silence qui a suivi. Il a écouté tranquillement tout le temps. Quand j'ai eu fini, il m'a regardé et a dit « Il pense vraiment que tu es seule, hein ?» Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Il a remis ses affaires à la maison, a aidé les enfants avec leurs devoirs comme s'ils n'étaient jamais partis. Et dès le lendemain matin, c'était comme s'il avait été là tout le temps. Mais la partie pour laquelle il n'était pas prêt, la partie que j'étais presque excitée de laisser se produire, c'est qu'il n'avait aucune idée qu'il était rentré. Cette semaine-là, je n'ai rien dit. J'ai laissé le groupe de discussion continuer son lent effondrement. Antoine paniquait à cause des prestataires qui ne répondaient pas aux appels. La fiancée a publié une autre story Instagram qui ressemblait plus à un appel à l'aide qu'à quelque chose de nuptial. Quelque chose sur lâcher prise de ce qu'on ne peut pas contrôler. Le vrai rebondissement est arrivé mercredi soir. Un ami de famille commun, l'un de ses cousins qui aime naviguer entre les deux camps, m'a transféré une capture d'écran d'une page GoFundMe. Le titre, Aidez-nous à reconstruire notre mariage de rêve après une trahison familiale. J'ai ri à haute voix. J'ai vraiment ri. C'était Antoine qui l'avait créé. L'objectif était de 10 000 €. L'histoire était assez vague pour ne pas me dénoncer directement, mais assez spécifique pour que quiconque connaissait notre famille sache exactement de quoi il s'agissait. Des phrases comme « perte inattendue d'un soutien majeur, un membre de la famille s'est retiré à la dernière minute » et mon préféré, « nous essayons juste de célébrer l'amour dans un monde plein d'amertume ». Ils essayaient de se tirer d'affaire par financement participatif du trou que j'avais laissé. Et honnêtement, j'aurais laissé passer. J'ai failli le faire jusqu'à ce que mon fils le voie. Il jouait à un jeu sur ma tablette quand une notification est apparue. Quelqu'un que je suivais avait partagé la cagnotte. Il l'a ouverte, a lu le titre, et me l'a apportée. Il n'a même rien dit, il l'a juste tendue. Il a reconnu la photo de son oncle. C'est là que quelque chose s'est déclenché en moi. Toute la retenue silencieuse à laquelle je m'étais accrochée a disparu. J'ai montré à mon mari. Il n'a rien dit, a juste pris son téléphone et a dit « Il est temps de me présenter à nouveau ». Le lendemain, le groupe de discussion s'est animé avec un nouveau membre. Mon mari, il n'avait parlé à aucun d'eux directement depuis avant son déploiement. Mais maintenant, il s'est introduit dans le chat comme une boule de démolition. Son premier message « Bonjour à tous, j'ai été mis au courant de tout. Je suis rentré. Sophie n'est pas seule. Clarifions quelques points. » Puis il a posté des captures d'écran, le remboursement du lieu, la confirmation d'annulation de la commande de gâteaux, même l'email du groupe de musique. Il a exposé tout ce que j'avais couvert, payé et annulé. Puis il a ajouté « Nous ne contribuerons pas à ce mariage. » Toute tentative future de culpabiliser, manipuler ou diffamer publiquement mon épouse ou nos enfants sera traitée en conséquence.
Le chat est devenu silencieux pendant près de 10 minutes. Puis les vannes se sont ouvertes. Antoine a paniqué le premier. A accusé mon mari de se cacher derrière son mari. A dit que je jouais la victime. Puis il a essayé de présenter cela comme un malentendu. Mon père, il a essayé de surenchérir. A dit que ce n'était pas l'affaire de mon mari. Qu'il ne comprenait pas les dynamiques familiales. Mon mari a répondu avec seulement 4 mots. Rendez l'argent maintenant. Puis il a ajouté, ou nous nous en chargerons devant les tribunaux. Silence. 20 minutes plus tard, mon père a envoyé un message privé. Il a dit qu'il m'enverrait un chèque, mais il était trop tard pour cela. La cagnotte GoFundMe a été signalée par plusieurs personnes. Elle a été retirée, la nouvelle s'est répandue. Certains membres de la famille élargie ont commencé à poser des questions. Apparemment, la famille de la fiancée d'Antoine n'était au courant de rien de ce drame jusqu'à maintenant, et ils n'étaient pas contents. Les prestataires ont commencé à se retirer à nouveau. Un traiteur a fait faux bond. Le photographe qu'ils avaient essayé de prendre à la place du mien s'est rétracté. Tout s'effondrait. Moi. Je n'ai pas levé le petit doigt. Le mariage était dans 10 jours et maintenant il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de celui qu'ils avaient sous-estimé. Le mariage était dans 5 jours lorsque tout a commencé à se dénouer pour de bon. À ce stade, je ne vérifiais même plus le groupe de discussion. Mon mari l'avait mis en sourdine, et je ne me souciais pas assez pour le réactiver. Le silence de mon père et d'Antoine n'était pas une sorte de distance stratégique. C'était eux espérant que si elles ignoraient les retombées assez longtemps, quelqu'un d'autre interviendrait et réglerait le problème pour eux. Ils avaient tort. Cette fois, personne ne venait. Mon mari avait passé la semaine dernière à aider les enfants à construire une cabane dans les arbres dans le jardin, et je ne l'avais pas vu aussi content depuis des mois. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à son téléphone et secouait la tête. Il ne parlait pas beaucoup d'eux, sauf si je demandais, ce que je faisais rarement maintenant. L'homme connaissait la retenue mieux que quiconque je n'ai jamais rencontré, mais je pouvais le voir. Ce feu brûlant juste sous la surface. Il ne se mettait pas en colère souvent, mais quand il le faisait, c'était chirurgical. Le premier vrai signe de l'effondrement est venu lorsque le lieu, le deuxième de secours, celui qu'ils avaient eu tant de mal à réserver, m'a appelé. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Apparemment, Antoine m'avait désigné comme le contact financier initial. J'ai failli rire. Ils essayaient de s'appuyer sur mon nom après m'avoir publiquement traîné dans la boue et essayer de me dépeindre comme instable. La femme au téléphone était polie mais inquiète. La date limite de paiement était passée. Solde en retard. J'ai demandé s'ils avaient une liste d'attente pour cette date. Elle a dit oui. 2 autres couples la voulaient. L'un proposait de payer intégralement le jour même. J'ai dit une phrase. Si Antoine ou une personne de leur groupe ne paie pas, donnez la date à quelqu'un d'autre. Elle m'a remercié et a raccroché. Je n'ai prévenu personne. Aucun message au groupe de discussion. Aucun appel. Je n'ai même pas parlé à ma mère. Qu'il se débrouille quand la confirmation ne serait pas arrivée. Le lendemain matin, les retombées avaient commencé. Antoine m'a envoyé un SMS directement pour la première fois depuis l'explosion du groupe de discussion. Pas de « bonjour ». Pas de « on peut parler », juste un long message sur la façon dont il était irresponsable de ma part d'interférer avec les engagements des autres. Il a réellement écrit « ce jour était censé être à propos de nous. Tu en as fait une affaire personnelle ». Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Pas le genre de rupture douloureuse, le genre net. Le dernier. J'avais tenu à un fil effiloché d'obligations familiales, mais cette phrase l'a rompu net. Le gamin qui partageait ma boîte de céréales et venait en courant dans ma chambre pour des marathons de jeux vidéo était parti depuis longtemps. Cet homme, cette version suffisante et suffisante d'un frère, n'était pas quelqu'un à qui je devais quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. Mon mari l'a fait. Il a écrit « Ne contacte plus jamais Sophie. Si tu as des soldes impayés, sois un adulte et règle-les toi-même. » J'ai vu les 3 points apparaître, disparaître et réapparaître.
Puis rien, aucune réponse. Plus tard dans la soirée, une des cousines m'a appelé. Elle était essoufflée, potineuse, toujours 2 étapes derrière le drame du reste de la famille. Elle a dit que le mariage avait été officiellement annulé. Le lieu avait donné la date à un autre couple. Apparemment, les parents de la fiancée d'Antoine étaient furieux. Ils avaient invité plus de 100 personnes et maintenant ils n'avaient ni événement, ni lieu, ni traiteur, ni musique, ni plan. La publication Facebook est apparue cette nuit-là en raison d'une série malheureuse de défis logistiques. Nous reportons notre célébration de mariage à une date ultérieure. Nous apprécions votre soutien et votre compréhension pendant cette période. Défis logistiques. C'est ainsi qu'il m'appelait. Les gens ont commencé à me contacter, surtout les plus silencieux, les membres de la famille élargie qui étaient restés en marge. Quelques-uns se sont excusés de ne pas avoir parlé plus tôt. Une tante m'a dit que j'avais donné l'exemple. Une autre a dit « J'aurais aimé avoir ton courage à ton âge ». Mais le message qui m'est resté était celui d'une femme que je connaissais à peine, une cousine éloignée de la fiancée d'Antoine. Elle a dit « Je ne te connais pas très bien, mais j'ai vu ce qu'ils ont essayé de faire. J'espère que tu ne les laisseras plus jamais approcher tes enfants. Certaines personnes ne voient l'amour que lorsqu'il ne leur coûte rien. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé ce message un moment. 2 jours après la publication Facebook, j'ai croisé ma mère à l'épicerie. Je l'ai à peine reconnue. Pas parce qu'elle avait l'air différente, mais parce qu'elle semblait libre. Pas de maquillage, cheveux attachés, portant des sandales en décembre. Elle est venue droit vers moi et m'a serré dans ses bras. Elle a dit, je lui ai dit que j'avais terminé. Je n'ai pas demandé avec qui. Je le savais déjà. Elle m'a dit qu'elle ne déménagerait pas tout de suite, mais qu'elle séparait les finances, commençait une thérapie, qu'elle avait annulé quelques abonnements au nom de mon père, et cela lui semblait comme couper une laisse. Puis elle a murmuré, « Il t'en veut toujours, et Antoine aussi, mais pas moi. » Je vois les choses maintenant. Ses yeux se sont embués. Je ne voyais pas. Plus tard dans la soirée, mon mari a emmené les enfants prendre une glace et est revenu avec une photo encadrée de nous d'il y a 5 ans. Les 4, les bras liés, debout devant un petit motel de plage, bronzés et heureux. Il a dit, ils ne comprendront jamais ce que nous avons construit parce qu'ils n'ont jamais eu à construire quoi que ce soit eux-mêmes. Le lendemain matin, le dernier message de mon père est arrivé. Il disait, nous avons terminé. Ne me contacte plus. Je l'ai montré à mon mari. Il a souri. Parfait. Le message de mon père est arrivé au milieu d'un mardi ordinaire. Juste 8 mots. Nous avons terminé. Ne me contacte plus. Adieu. Je l'ai lu. J'ai attendu que quelque chose me frappe. Une vague de culpabilité, de tristesse, de doute, mais cela n'est pas arrivé. Je me sentais vide. Pas engourdi, juste net. Comme quand on ferme enfin la dernière boîte après avoir déménagé d'un endroit qui n'avait plus l'air d'être une maison depuis longtemps. Je l'ai montré à mon mari pendant que nous préparions le dîner. Il a juste hoché la tête et est retourné hacher les oignons comme si c'était le dernier élément d'une liste de tâches. Mais 2 jours plus tard, mon mari a reçu un message vocal. C'était mon père. Sa voix était différente. Pas en colère, pas agressif, juste dégonflé. Comme s'il avait enfin réalisé que l'emprise qu'il avait sur moi avait disparu et ne reviendrait pas. Il a demandé à parler homme à homme. Il a dit qu'il ne voulait pas se battre. Puis est venue la vraie raison. Il était ouvert à discuter des conditions concernant l'argent. Comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'une mauvaise transaction commerciale, et que nous pouvions la régler avec une poignée de main. Mon mari n'a pas rappelé. Il a envoyé un bref SMS. Envoie le montant total à Sophie. Ne la contacte plus. Si tu ne le fais pas, nous nous verrons au tribunal. Pas de menaces, pas d'émotions, juste des faits. 3 jours plus tard, un chèque est arrivé par la poste. Pas de lettre, pas de mémo, juste le montant exact que j'avais payé pour le mariage, au centime près. J'ai fixé le chèque un moment. Je ne me sentais pas triomphante. Si quelque chose,
cela rendait toute l'affaire plus triste. Toutes ces années à essayer de gagner son respect, toutes les heures que j'avais passées à me convaincre que cette famille finirait par me voir, et tout s'est terminé par un chèque. Je l'ai déposé et n'ai rien dit à personne. La date de mariage initiale est passée. Pas de photos, pas de mention. Quelques amis d'Antoine ont posté des photos de plage en taguant des lieux loin du lieu de réception raté. Personne n'en a parlé directement, mais le silence a une façon de tout dire. Quelques jours plus tard, quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran de la dernière publication de la fiancée d'Antoine. Juste un verre de vin rouge et une légende qui disait « Certaines fins sont nécessaires ». Pas de hashtag de mariage, pas de bague en vue. Je n'ai pas pris contact. Ils non plus. Ma mère est restée proche. Fidèle à sa parole, elle n'a pas essayé de réparer les choses. Elle n'a pas défendu mon père ou Antoine. Elle n'a pas fait semblant que quoi que ce soit puisse revenir comme avant. Elle a juste continué à venir avec de la nourriture, avec de l'aide, avec le silence quand j'en avais besoin. Et pour la première fois depuis des années, elle m'a semblé être ma mère à nouveau. Un soir, après que les enfants soient allés se coucher, elle et moi étions assises dans le salon pendant que mon mari était dehors avec le chien. Elle a regardé autour de la maison un instant et a dit « C'est paisible ici ». Je n'ai jamais eu ça dans ma propre maison. Je n'ai pas répondu. J'ai juste passé le thé que j'avais préparé. Nous n'avons plus parlé d'eux. Ni d'Antoine. Ni de mon père. C'était comme s'ils existaient dans une orbite différente maintenant, et je n'avais aucune intention de retraverser cette orbite. Ce week-end-là, mon mari et moi avons emmené les enfants faire un voyage surprise en voiture, juste à quelques heures de là, rien de luxueux, une petite cabane près d'un lac, pas de réception, pas de mail, pas de bruit. Mon fils a lancé des cailloux jusqu'à être essoufflé. Ma fille a essayé d'attraper des grenouilles. Nous nous sommes assis près du feu à faire griller des guimauves, et mon mari s'est penché et a murmuré « Voilà à quoi ressemble une famille ». Je pense que je l'ai enfin cru parce qu'après tout le bruit, la culpabilité, les jeux, c'était ça. Une famille qui ne m'a pas demandé de me faire petite. Une famille qui ne traitait pas mon amour comme une transaction. Une famille qui n'avait pas besoin d'être gagnée, achetée ou jouée. Mon père avait raison sur une chose. Nous avions terminé. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.